un instant. Le plaisir de lire ou de relire Hermanès et le plaisir de découvrir les photos d'Edgar Hesser, ne nous en privons pas. Métropolis, dans un instant. De lundi à samedi. Comme beaucoup, ils adorent la montagne. Mais eux, ils en connaissent les dangers. Eux, ce sont les secouristes. Pilotes d'hélico ou médecins, ils n'ont pas froid aux yeux, mais souvent froid dans le dos. À découvrir pour de vrai, de lundi à samedi à 20h15. Lundi. Oui, c'est bien Dietrich. Oui, c'est bien Hitchcock. Vous avez besoin d'un alibi pour se rencontrer? Vous n'allez pas se gêner. Le grand alibi, lundi à 20h40. Rien ne sert de courir, il suffit d'arriver, a dit un certain. Voici Métropolis à son heure, comme chaque samedi. Arte. Dans Métropolis, cette semaine, un écrivain qui a marqué son siècle, Hermann Hesse. Du talent pour deux, la comédienne Meret Becker et sa scie musicale. Les mirages de la photographie, le monde mystérieux d'Elgar Hesser. Le Seigneur des Lumières, Isamu Noguchi. Mais pour commencer, une visite d'adieu en Suisse. On tourne tout naturellement les pages d'un album photo, puis on se croit dans un catalogue de grands magasins ou dans un compte-rendu clinique. Toute une vie dans un livre. Une femme y a mis de l'ordre. Elle a 39 ans, elle est suisse, elle a plusieurs visages. C'est la vidéaste la plus célèbre d'Europe. Pippi-Lotte Tiriste est enceinte. Elle fait le bilan et une pause. Mon congé maternité m'a permis de mettre de l'ordre dans l'atelier. Comme je possède à peu près 10 collections différentes, j'ai dû ranger à fond avant de pouvoir les utiliser. Maintenant, j'ai d'un côté le livre imprimé et de l'autre l'atelier d'artiste le mieux rangé d'Europe centrale. L'ordre n'est pas vraiment une des qualités qu'on attribue d'emblée à l'œuvre de la vidéaste. Si au cours des 15 dernières années elle a rangé, c'est en faisant table rase des préjugés, de l'esprit petit bourgeois et de l'indifférence. Avec Pickle Porno, elle a brisé un certain nombre de tabous qui séparaient l'art et l'industrie du sexe. Attention, Pippi-Lotte Tiriste s'en mêle. Mes motivations ou mon inspiration, je les puise dans la sphère privée, c'est très personnel. Je puise dans les troubles psychosomatiques, les difficultés, l'angoisse de la mort, le chagrin d'amour. Et j'essaye ensuite de transformer tout ça, de faire en sorte que la douleur fasse bien partie du tableau, mais que le contenu, le cœur du travail, soit un hommage aux aspects positifs. Pippi-Lotte Tiriste est une fleur extravagante du pop art.
Si elle savait mieux chanter, elle aurait peut-être préféré devenir une Madonna suisse. Ceci étant, dans son art vidéo, elle rend hommage à cette vie, insondable mais belle. Ce qui a changé au cours des 10 dernières années, c'est la prise de conscience que la qualité n'est pas un fait acquis, dans aucun domaine. Un genre, que ce soit l'art, la publicité ou le clip, ne garantit rien. Ça peut être bon, ça peut être de la merde. Il y a de très bonnes choses dans tous les domaines. Pour moi, certains clips sont de l'art à l'état pur. Comme certaines vidéos de pipilotiristes qui pourraient très bien se classer dans les meilleurs du Top of the Pops. Au cours des années passées, elle a surtout brillé par ses installations vidéo agencées en scène ou en tableau qui ont été exposées à la Biennale de Venise et dans les grands musées du monde occidental. Les thèmes ou les problèmes que j'aborde sont des thèmes qui resteraient d'actualité même si l'égalité sociale existait, même si nous n'avions plus de difficultés politiques. Mes domaines de recherche, comme la capacité cérébrale, la destruction des clichés, le corps des deux sexes, sont des champs d'investigation privilégiés. Pipilotiriste touche à tout, mais de très près. Elle promène parfois sa caméra au ras des choses qui l'intéressent. Elle observe, analyse, se livre elle-même sans la moindre complaisance à l'opinion publique et confronte sur le même mode l'observateur à la vérité. The Belly Bottom. Mailing to Japan. The screen is wide. My eyes are red and I know I shouldn't cry. Wires in the sky, streaming so bright. Receiving the light, you're giving a piece of your mind. La vidéo est un média autoritaire. Il exige toujours d'un individu qu'il passe un certain temps à décider si oui ou non il est prêt à y investir encore davantage de temps. Il y a un côté captivant. On a plus de chances de retenir le visiteur qu'avec une image traditionnelle que l'on regarde peut-être 2 secondes et c'est tout. Open My Glade, une installation vidéo en 16 parties destinée à Times Square à New York, a ouvert à pipilotiristes les portes de l'Amérique. Après la naissance de son enfant, elle deviendra professeure de design des médias en Californie. Elle veut montrer à ses étudiants à quel point l'art vidéo est un média influent. L'art s'intéresse à tous les domaines. Mais tous ces domaines ne s'intéressent guère à l'art. C'est l'éternel problème. Pipilotiriste marque une pause dans son voyage vidéo à travers l'Europe. Elle nous laisse 2 livres, une monographie chez Phaidon et un livre d'artiste chez Scalo. Pour ses fans, dit-elle, comme une pop star. Puis elle rit, un peu gênée. Hermann Hesse est l'auteur allemand du XXe siècle le plus célèbre et le plus lu au monde. L'ensemble de ses œuvres s'est vendu à plus de 100 millions d'exemplaires. On ne lit pas seulement les livres de Hesse, on les aime. Ils sont les livres cultes d'un auteur culte. Hesse, le phénomène, aurait eu 125 ans cette année en juillet. Pour mesurer l'importance actuelle du romancier du siècle, quelques précisions de Marcel Reich-Ranitzky, le plus célèbre critique littéraire allemand, et de Michel Tournier, connu pour sa passion et son érudition en littérature germanique.
Le premier livre que j'ai lu, c'est Narcisse et Goldmund, et le dernier, c'est le Glasperlenspiel. J'ai suivi la chronologie. Et ce qui m'a toujours retenu, et l'affinité que j'ai trouvée avec Hermann Hesse, c'est qu'il y a toujours une parenté étroite chez ces héros entre le voyage, le paysage et leur état d'âme. Ma plus belle expérience avec Hesse, ça a été le roman L'Ornière. Il y a eu une période de ma vie où j'ai lu toutes ces tragédies pour écoliers de la littérature allemande du début du XXe siècle. Et à chaque fois, j'étais bouleversé. Hesse a raconté sa propre tragédie d'écolier dans le récit L'Ornière. Le fils d'une famille de fervents missionnaires piétistes, originaire de Kalf dans le Württemberg, devient séminariste à l'école du fameux monastère de Maulbronn. Là, il apprendra à parler le latin et à mentir. Il s'enfuira comme le jeune Hermann à l'âge de 15 ans. Après un apprentissage de libraire et de mécanicien, il écrit son premier roman à 27 ans et devient enfin un écrivain libre. Haï pour son opposition à la guerre, il doit quitter l'Allemagne. Il entreprend un voyage en Inde, puis se retire dans le Tessin, à Montagnola, et s'installe dans la Casa Camuzzi, à la sulfureuse réputation. C'est là qu'il écrira presque tous ses romans. Il s'adonne au jardinage et répond à des milliers de lettres de lecteurs. C'est un écrivain familier à qui l'on s'adresse personnellement. Hesse est un auteur qui, j'emploie un mot qu'il aimait, voulait offrir à ses lecteurs les nourritures de l'âme. Ce sont des livres avec des recettes. Ce sont des livres qui racontent la tragédie des jeunes. Narcisse et Goldmund sont tous deux, Narcisse l'intellectuel et Goldmund l'artiste, de très jeunes gens. Plus aussi jeunes que le Gibenrad de l'Ornière, mais encore des jeunes gens. Et cette rébellion des jeunes contre ce que nous appellerions aujourd'hui l'establishment a enthousiasmé les jeunes. Alors, il y a aussi chez Hesse la dimension adolescence. Je crois que Hesse, si on regarde sa vie, si on regarde son caractère, n'a jamais été adulte. Il est mort avant d'avoir franchi le stade de la puberté, et il est resté un adolescent. C'est le roman de l'adolescence, et je crois que pour des adolescents, c'est un romancier idéal. Et vous savez qu'aux États-Unis, il a été l'un des lecteurs préférés des hippies. Les hippies brandissaient les livres de Hermann Hesse comme leur Bible. C'est absolument incroyable. Ce qui est stupéfiant chez Hermann Hesse, c'est le succès qu'il a toujours eu auprès des jeunes. Hesse fait vibrer la corde sensible dans l'âme de chacun. Au début du siècle, son Peter Kamenzind est le modèle identitaire des Van der Vögel, jeunes pionniers allemands. Demian, paru en 1919, était une bouffée d'espoir pour ceux qui rentraient traumatisés de la guerre. Et puis il y eut Steppenwolf, le loup des steppes, dont la lecture fut une sorte de voyage initiatique, une ouverture spirituelle de la conscience pour les hippies américains et les opposants à la guerre du Vietnam. Musique, drogue et philosophie extrême-orientale, tout y était. Hesse, qui était un peu oublié en Allemagne, revient à la mode. Traduits dans toutes les langues, les romans de Hesse à la recherche du sens et de l'essence exercent leur influence dans le monde entier. J'ai lu Le Loup des steppes 3 fois dans ma vie. Pas tout à fait de mon plein gré. Une première fois dans ma jeunesse, et j'en ai été ravi. Ensuite, après la guerre, je travaillais alors pour un important journal littéraire allemand. J'ai dû le relire et j'ai été déçu. Puis je l'ai relu lorsque j'étais professeur en Amérique, à Saint-Louis, pour une conférence sur les romans des années 20. Je n'ai été ni ravi ni déçu,
mais effrayé. Ce roman ne supporte pas la relecture, mais il a exercé une très grande influence avant la guerre. C'est tout de même un modèle, et moi je crois que c'est un grand modèle qu'il faut relire et qu'il faut suivre, surtout à l'époque actuelle où il n'y a pas de guerre. Et ça fait tout de même maintenant près de 60 ans que l'Europe n'a pas connu de guerre. Donc les problèmes que nous avons, ce sont des problèmes intérieurs. Ils existent, ils sont graves. Mais ce n'est pas l'engagement en uniforme qu'ils appellent. C'est une réflexion intérieure. Et là, je crois que Hermann Hesse est un maître. Pour cette année, Hermann Hesse, plusieurs expositions internationales sont consacrées à sa vie et à son œuvre. À Berlin, Budapest et Bruxelles. En Corée du Sud, un collectionneur privé va ouvrir un musée Hermann Hesse. La maison d'édition Suhrkamp célèbre son auteur de best-seller par une réédition complète. Elle sera sur les présentoirs des librairies le 2 juillet exactement, jour anniversaire de Hermann Hesse. Herzlich willkommen beim Literarischen Quartett. Heute Evangelischer Kirchentag in Frankfurt. Und wenn man jetzt in Frankfurt Menschen in Lumpen sieht, ja, dann weiß man gar nicht mehr, Kirchentag oder Telekom. Zeitverschwendung! Ein solches Geschwurbel! Il hante le paysage audiovisuel allemand depuis plus de 10 ans, dans des rôles et des costumes toujours différents. À 44 ans, Harald Schmidt est... Mais qu'est-ce qu'il est au juste? Chansonnier? Animateur? Comédien? Difficile à dire. Et c'est peut-être justement ce qui a valu tant de succès à ce lauréat du prix Grimm, du prix de la télévision allemande et du prix des médias. Le Harald Schmidt Show est devenu une institution culturelle. 4 fois par semaine, le soir à 11h15. Les journaux qui l'encensent habituellement ont depuis peu une raison supplémentaire de disserter sur le phénomène Harald Schmidt, car il monte sur les planches du fameux théâtre de Bochum pour jouer En attendant Godot de Samuel Beckett. Mon texte préféré, confie Harald Schmidt. Le texte devient de plus en plus clair à mesure qu'on le connaît par cœur, qu'on le fréquente et qu'on le dit à haute voix. Je conseille à tout le monde de l'apprendre par cœur. C'est ce que recommande aussi George Steiner dans Errata. Si je peux me permettre un conseil aux téléspectateurs d'Arte, apprenez des poèmes et même du Racine dans leur langue d'origine. Ça peut être très revigorant pour les fins de soirée. Ah ja, ich hab's. Die Geschichte mit den beiden Tschechern. Erinnerst du dich? Nein. Soll ich sie dir erzählen? Nein. Dann vergeht die Zeit. En attendant Godot est un classique du théâtre moderne, trop riche et trop complexe pour qu'on puisse en faire le tour en quelques mots. Estragon et Vladimir attendent Godot en devisant de Dieu et du monde, du sens et de l'absurde, en un mot de la vie. Puis, comme une pièce dans la pièce, apparaissent Pozzo et Lucky c'est Harald Schmidt. Peitsche. Stuhl. Näher ran. Ce n'est pas toujours très clair, mais il n'y a pas non plus besoin d'explication. Il s'agit visiblement d'une relation maître-esclave, mais on ne sait pas vraiment qui est le maître et qui est l'esclave. Pendant 3 quarts d'heure, Harald Schmidt joue le serviteur muet de son maître, sans texte, sans un mot. Un point d'interrogation difforme. Et puis, comme un diable en laisse qui sort de sa boîte quand on le lui ordonne, il se lance dans un monologue de 5 minutes, absurde et décousu. Aufgrund der sich aus den letzten öffentlichen Arbeiten von Poisson und Wattmann ergebenden Existenz eines persönlichen Gottes mit weißem Bart, ich wiederhole, Tennis, Sport, Wintersport, ich wiederhole, Tennis, Connor, Steine.
On peut y voir un parallèle intéressant avec Harald Schmidt. Ce qu'on se demande, c'est si Harald Schmidt est voué à être une vedette médiatique en Allemagne ou s'il n'a pas plutôt choisi délibérément son destin et avec plaisir. Il n'en serait donc pas la victime, mais l'artisan. À mon avis, je suis plutôt le Pozzo de la télévision allemande, qui cherche toujours à produire du sens sans que ça vienne jamais. Le truc, c'est de produire du sens. Pour ménager mes collègues, je ne dirais pas qui dans la télévision allemande sont les Lucky. Parler d'affinité spirituelle entre Beckett et Harald Schmidt peut paraître exagéré. Et c'est pourtant facile à prouver, car depuis des années, ces interventions télévisées font parfois vraiment songer à Beckett. Une absurdité faite d'humour et de raison. Par exemple, à une heure de grande écoute et pendant plusieurs minutes, il tue le temps avec un métronome. Ich mache mal für Sie ein Largo. Das ist der Rhythmus für den Herbst, wo ja doch viele müde werden. Berühmteste Largo von Händel, oft gehört im Bundestag bei weniger erfreulichen Anlässen. Je ne suis pas assez prétentieux pour dire ça mais moi, mais je me suis souvent plongé dans ce texte. J'y ai vu certaines choses, et ça m'a toujours plu, exactement comme Thomas Bernhardt. Et ça vous marque, on trouve ça bien, et quand ça se présente, j'ai le grand privilège de pouvoir tout faire dans une émission, alors je le fais. Il est peut-être temps de préciser qu'Harald Schmidt est un comédien confirmé. Souabe de naissance, il a suivi des cours à Stuttgart avant d'intégrer le théâtre municipal d'Augsbourg. 3 ans de scène provinciale. Les rôles les plus atroces, dit-il, des moines, des bourreaux, des figurants de pièces de boulevard. Ce qui l'a fait tenir, c'est le besoin de plaire, de se mettre en avant. Évidemment, j'ai appris par la suite que pour qu'on parle de vous dans le journal, il fallait accepter d'incarner certaines attentes politiques ou insister sur l'actualité d'un texte. Mon ambition à moi était de devenir le meilleur comédien de l'année. Im literarischen Quartett im ZDF handelt es sich um eine Kopie. Es sind Kabarettisten, die das machen. Es sind Laiendarsteller, Hobby-Schauspieler. Sie machen es nicht schlecht für Laien, aber... Comme à l'époque, le théâtre ne reconnaît pas son génie à sa juste valeur, il passe à la télévision. Il crée à Cologne sa propre société de production et son premier Harald Schmidt Show, 4 fois par semaine, sur la chaîne Sat.1 depuis 6 ans. Des commentaires politico-satiriques, des invités plus ou moins intéressants, mais surtout Harald Schmidt dans son meilleur rôle, celui du caméléon télévisuel qui n'écoute que ses propres envies. Und welche Frage wird da gestellt? Gibt es eine Gemeinsamkeit? Ob die Vagina der Penelope sich in Abwesenheit des Odysseus verengt hat. C'est moi qui décide de tout. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, demain, de diriger l'orchestre. Après-demain, on fera un quatuor littéraire, c'est un plaisir d'enfant. On présente les mêmes livres la veille. Vorhang zu und alle Fragen offen. J'ai l'impression d'être ma propre bulle d'air. Mais je dis ça par fausse modestie. En fait, je dirais plutôt que je suis ma planète à moi. Un amuseur génial. Dans le milieu de la télévision privée, commerciale, il réussit à faire exactement ce qui lui plaît. Aller se baigner pendant 1 heure, parodier avec brio le quatuor littéraire ou mettre en scène pendant 20 minutes les tribulations du directeur de théâtre Klaus Peymann en train d'acheter un pantalon. Ich gehöre ja an sich zur Leinen-Avantgarde. Ich bin schief. Im Grunde müssten alle Theaterdirektoren rote Hosen tragen. Mein Portemonnaie? Weg. Pour une fois unanime, téléspectateurs et chroniqueurs se portent tous volontaires pour tourner autour de la planète d'Harald Schmidt, ce maître de la raison cynique, ce créateur de méta-télévision. Dans ce qu'on fait, il y a beaucoup de choses qui viennent du théâtre, même la manière de présenter l'émission. Pour moi, c'est comme un spectacle qui serait filmé par la télévision. Rien d'étonnant alors à ce qu'Harald Schmidt fasse son retour sur les planches. Le Pozzo de la télévision allemande joue le rôle de son partenaire, Lucky. Il souffre en silence, mais avec un certain panache,
laissant le champ ouvert aux allusions aux médias, au pouvoir, à la folie et au sens de la vie et de la télévision. En attendant Godot, jusqu'en juillet au théâtre de Bochum. Et après, eh bien on verra. J'aimerais bien jouer Higgins dans My Fair Lady, par exemple. Zum Beispiel. Danke. Sie sind eine so überwältigend faszinierende, schöne Frau. Sie sind so hochreizend. Sie bringen mein Blut zum Kochen. Dans Rossini, elle n'enflamme pas que le sang de Mario Adorf. Ce film l'a fait connaître dans toute l'Allemagne. 4 ans plus tard, ce talent multiple fait ses débuts dans la musique avec un CD intitulé Fragile. Des textes et des musiques entre rêve et réalité. Le nouveau CD de Meret Beker, un collage de textes, de sons et d'images, est un petit chef-d'œuvre tout en filigrane, enregistré en live avec Ulrike Hage au clavier et le guitariste Buddy Zacher. C'est un mélange fascinant de musique de cirque pour enfants et de glamour punk. Un arc-en-ciel oblique entre le beau et le strident et une interprétation très personnelle. Le talent de Meret Beker plaît au public, en concert comme au cinéma. J'aime bien la musique de foire. J'aime bien la musique de l'Europe de l'Est. J'aime bien toute cette musique aux accents un peu déglingués, un peu fausses, planantes. Le son pur, le vrai son clair m'intéresse relativement peu. J'ai commencé à faire de la musique à 5 ans sur un piano désaccordé et ça m'a marqué. Il y a une espèce de palan au milieu de la tente qui sert en fait à monter le chapiteau. On s'en est servi pour faire monter quelqu'un jusqu'en haut et là on a fait apparaître un cerf-volant que j'avais. Un cerf-volant en tissu qui apparaissait minuscule. Puis on a gonflé Tilman Lennert, le poète puant, jusqu'à le transformer en un énorme dragon qui s'envole à la fin. C'est à Berlin que Meret Beker a commencé sa carrière de chanteuse au début des années 90. On avait pu l'apercevoir auparavant dans quelques téléfilms. Son parcours sur scène et à l'écran était déjà inscrit dans ses gènes il y a 32 ans, lorsque naît ce rejeton d'une dynastie d'artistes et de comédiens. Entre une grand-mère délurée et des parents acteurs reconnus, Meret Beker a dû jouer des coudes pour se lancer dans une activité artistique non conventionnelle. Ce qui m'intéressait depuis toujours, c'était de casser certains schémas. Même quand j'étais punk, j'aidais des grands-mères à traverser la rue. Et je prenais plaisir à voir la réaction de la grand-mère parce que si j'étais punk, j'étais très gentille. En même temps, ça énervait les punks parce qu'un punk qui aide une grand-mère à traverser la rue, c'est un peu un hors-la-loi pour eux. J'ai toujours trouvé très excitant de jouer avec ça. Et je crois que ça m'est resté. Le film Les Petits Requins de 1992 révèle pour la première fois le talent de Meret Beker, mais c'est en 1997 qu'elle devient une star sous les yeux de son beau-père Otto Sander. Elle reçoit la Caméra d'Or pour son rôle dans Comedian Harmonist, où elle joue la maîtresse de son frère, Ben Beker. Tut mir leid, Bob. Ich gehöre zu Harry.
dein Examen? Ich kann nicht anders. Ich weiß. J'adore quand les gens disent à quelqu'un exactement ce qu'ils veulent. C'est là que je me sens un interprète. Oui, c'est comme ça avec la musique. C'est une forme d'art qui vous interpelle directement sur le plan émotionnel. Un film, par exemple, n'est vraiment intéressant que par la musique. En plus, c'est comme mon bébé. Je veux dire, je l'ai écrit, je l'ai fait. Je peux fabriquer tout ce qui exprime cette intention. Ce n'est pas souvent le cas quand on tourne un film. Sur le plan musical, Meret Becker évolue entre la recherche de sonorités de la pop électronique, comme celle du groupe berlinois Neubauten, et les chansons de Bertolt Brecht des années 20. Elle cultive aussi une véritable passion pour la chanson française. Notre artiste rêve de s'installer quelques années à Paris ou ailleurs en France pour y vivre, travailler et continuer à entretenir son image de marque et sa voix qui peut tout faire, chuchoter, sangloter et crier. En fait, j'ai toujours peur avant de monter sur scène. Mais j'en ai aussi une envie bestiale. Quand on est sur scène, il se passe quelque chose d'érotique avec le public. Pouvoir faire et montrer ce qu'on s'est imaginé, avoir le droit de le faire partager, et si en plus ça leur fait plaisir de voir et d'écouter, sans s'en rendre compte, à la fin ils en retirent quelque chose. C'est grisant. Sex on the beach. Sex on the beach, wann immer du willst. En 2002, on aura souvent l'occasion de voir et d'entendre Meret Becker. Elle a signé pour plusieurs films. Des apparitions en France sont prévues et elle a un projet avec Pina Bausch, icône de la danse allemande. Seulement pour passer de gamine punk à star populaire. Malgré ces nouvelles contraintes, elle retourne toujours volontiers dans les bars de Berlin. C'est ici que j'ai appris la chute du mur de Berlin. On donnait beaucoup de comédie au Scheinbar. Et après le spectacle, quelqu'un est venu nous dire « Il faut que je vous informe, le mur est tombé. » Et le premier couple est arrivé au pont et a été accueilli avec du champagne. On a pensé qu'il s'agissait d'un numéro comique et il s'est fait siffler.
En Italie, j'ai cherché des lieux qui n'avaient pas de lien direct avec mon enfance. Prenez par exemple les villages de montagne en Calabre. Je les ai découverts. Je savais plus ou moins ce que j'allais y trouver, mais c'était quand même nouveau. Et la lagune de Venise, pour moi, c'est une redécouverte. J'en avais bien une idée, mais je ne la connaissais pas vraiment. Au moment de prendre la photo, il faut parfois faire vite à cause de la lumière. Mais en principe, j'adopte une démarche très lente parce qu'elle est liée au voyage. Je sillonne les paysages, je les contemple. Je fais des repérages aux différentes saisons et heures de la journée. En tout cas, pour faire des photos, il est très important de prendre son temps. Hesser est un promeneur très réceptif, une sorte de photoflâneur. Il y a quelques années, ce fils d'écrivain s'est rendu en Normandie sur les traces d'un autre flâneur littéraire. Je suis tombé sur la correspondance entre Maupassant et Flaubert. J'y ai trouvé la description de cette promenade. Flaubert avait demandé à Maupassant de lui faire des descriptions aussi réalistes que possible de la côte normande, pour pouvoir en truffer son roman Bouvard et Pécuchet. Dans les lettres adressées à son cher maître Flaubert, Maupassant a même joint des esquisses pour lui épargner un voyage éprouvant jusqu'aux falaises d'Étretat. On est enfermé dans un amphithéâtre de falaises, droite, haute de 100 mètres, et dont les sommets dentelés ont des bizarreries de formes de toute espèce et de perpétuelles menaces d'éboulement. L'endroit est solitaire et sinistre quand le ciel est un peu sombre. On se trouve isolé, séparé des autres par cette muraille de falaises en demi-cercle dont la mer bat les deux pointes. L'idée d'une aide à la description m'a bien plu. Pour moi, la photographie est aussi une façon d'aider à décrire les choses. Le tissage de la couleur s'est fait très lentement. Ça remonte à l'époque où j'étais étudiant. J'avais trouvé un effet de transparence qui me plaisait bien. Pas des couleurs saturées, mais des teintes un peu délavées, comme de l'aquarelle. J'ai fait beaucoup d'essais. Et puis j'ai remarqué, presque par hasard, en voyant apparaître ma première épreuve de ville, que la photo était légèrement sépia. Et j'ai tout de suite trouvé ça intéressant. Faire des photos de Venise, de Lyon ou de Paris, ça ne m'intéresse pas. Les titres me servent surtout à m'y retrouver dans mes archives et à savoir où j'ai fait quoi. En réalité, ce qui m'intéresse, c'est la localisation intérieure. Le lieu extérieur n'est qu'un moyen. Des photos de paysages intérieurs. Elgar Hesser serait-il un romantique? Difficile à dire, même après cette expérience dans la lagune de Venise. Mais à propos, ces œuvres sont-elles susceptibles de faire découvrir aux spectateurs ses propres paysages intérieurs? Voilà qui est beaucoup plus intéressant. Clarté des formes, simplicité des matériaux, style dépouillé. Bien que formé aux techniques de la peinture chinoise et de la poterie japonaise, il appartenait dès les années 20 à la famille des grands inventeurs de l'art moderne occidental. Le concepteur américano-japonais Isamu Noguchi était un homme réservé, même dans son expression artistique. Seuls les spécialistes le connaissent aujourd'hui, et pourtant beaucoup de ses créations sont fabriquées en série et connues dans le monde entier, surtout ses luminaires. Ce qui me fascine chez Noguchi, ce sont ses contradictions. Nous avons tous nos contradictions, mais Noguchi a réussi à fondre l'esthétique occidentale et la philosophie orientale. Je ne peux pas m'identifier à cela, je suis né au Texas.
Le metteur en scène texan Robert Wilson a pourtant tenu à mettre en scène la première rétrospective Isamu Noguchi sur le sol européen. Et qui d'autre que Bob Wilson aurait pu transformer le musée Vitra en espace théâtral ensorcelant. Avec de la paille et du bois, Bob Wilson crée une ambiance, un décor archaïque qui s'accorde au caractère quasi rustique des luminaires. Isamu Noguchi les appelait Akari, ce qui signifie lumière et légèreté. Noguchi, esprit clairvoyant, parlait d'un art populaire plein d'élégance. Nous devons rester ouverts. C'était la conception de Noguchi, sa vision philosophique du monde. Artiste, il s'interrogeait sur le sens des choses, mais sans fournir d'explications. Sinon, à quoi bon créer? C'est la même chose pour notre travail ici. De quoi s'agit-il? Je me contente de donner des lignes directrices. Le reste, c'est l'affaire du public. Nous faisons de l'art pour le public. Mais imposer ou donner une interprétation serait une grave erreur. Né en 1904 à Los Angeles, d'une mère américaine et d'un père japonais, Noguchi est resté jusqu'à sa mort en 1988 un promeneur, entre les continents, les genres et les styles. Sculpteur, il a façonné de grandes places, mis en scène l'espace urbain, modelé des sculptures destinées au bien-être du public. Pour le palais de l'UNESCO à Paris, construit par Marcel Breuer, Noguchi a créé un jardin semblable à un tableau abstrait. Au Vitra Design Museum, Bob Wilson a recréé un jardin japonais de gravillons pour suivre l'artiste Noguchi sur ses chemins tortueux. Donner à l'espace une forme à la fois vivante et palpable, c'est le souci constant de Noguchi, et pas seulement sur les places publiques. En 1935, à New York, le sculpteur rencontre Martha Graham et commence à créer des décors de théâtre. Ces décors comptent parmi les plus impressionnantes créations du XXe siècle. Ils sont très simples. Juste une ligne, tracée avec une corde. On ne peut le comparer à aucun autre, il est unique. Il avait son style, sa marque de créateur et d'une certaine manière, c'était un artiste de la Renaissance. Isamu Noguchi fut un artiste complet aux talents multiples. Il a été scénographe pour la Royal Shakespeare Company, pour Georges Balanchine, et pendant plus de 30 ans, il a travaillé avec la grande dame de la danse d'expression, Martha Graham. Noguchi concevait ses décors scéniques comme des sculptures, des surfaces dansantes. Il a enveloppé Médée d'une sculpture métallique arborescente. Noguchi était fasciné par la littérature européenne autant que par la mythologie grecque. Il voulait voir partout la connexion des choses, dessiner un grand cercle. C'était dans sa nature d'artiste. Dès le début, Martha Graham a été pour Noguchi, qui avait alors 30 ans, un hasard providentiel, son destin artistique, une chance. C'était un vrai travail d'équipe, une vraie symbiose. L'un s'occupait de la chorégraphie, l'autre aménageait la scène sur laquelle les danseurs allaient s'exprimer. La préoccupation d'Isamu était le rapport entre les figures, le mouvement et l'espace. C'était vrai aussi pour ses sculptures et son architecture. Mais tout a commencé avec Martha et avec la scène. Isamu Noguchi s'entourait toujours d'associés précieux. Il a commencé dès le milieu des années 50 à travailler avec le jeune architecte Shoji Sadao. Ils s'étaient rencontrés dans le bureau du légendaire constructeur Buckminster Fuller, dont Noguchi a fait un portrait en chrome.
Noguchi prend pour modèle des visages marquants pour fabriquer une radio en bakélite. La forme rappelle également les vêtements d'enfant de l'artiste, tenue de combat avec un masque kendo. Il nous a légué quelque chose de très spécifique, en volant ce qu'il y avait de mieux dans les cultures occidentales et orientales pour en faire quelque chose de totalement nouveau. Aujourd'hui, tout le monde parle de multiculturel. Et Noguchi est très certainement l'exemple parfait du mélange culturel. Il a su faire le pont entre deux cultures pour créer quelque chose d'unique, de neuf, qui lui appartient en propre. Le Vitra Design Museum présente toutes les facettes de Noguchi. Sculpteur, impresario, créateur de places publiques, de jardins et enfin designer. Il a conçu pour les fabricants américains Herman Miller et Knoll des tables et des tabourets d'une modernité intemporelle dont certains sont reproduits aujourd'hui. Noguchi a lié l'archaïque au contemporain. Il ne voyait aucune différence entre l'art et le design. Le concepteur de l'exposition, Bob Wilson, a mis en scène la diversité et le caractère unique de Noguchi. Certains de ses travaux sont classiques dans leur forme, leur nature, et auront certainement une durée de vie plus longue. Mais il avait aussi un goût et une façon de travailler très personnelle, d'où certaines créations plus romantiques, plus personnelles. Ces travaux-là seront vraisemblablement plus marqués, plus datés, mais ils garderont une valeur documentaire. Il sera intéressant de les replacer dans leur contexte historique. L'œuvre de Noguchi est pleine de références et de respect pour l'œuvre de ses collègues. En 1927 déjà, il peut, grâce à une bourse de la Fondation Guggenheim, se rendre en Europe pour y développer ses talents de sculpteur et ainsi progresser aux côtés d'un grand maître, Constantin Brancusi, à Paris. Il est resté depuis un éternel voyageur entre l'abstraction européenne, la liberté américaine et la clarté asiatique. Je crois que c'est un passeur. Noguchi a construit des ponts au sens propre et au figuré, comme le monument d'Hiroshima. Il a transformé la célèbre colonne sans fin de Brancusi en corps lumineux. Il voulait créer des liens entre les beaux-arts et les arts appliqués, entre l'Ouest et l'Est. La beauté n'appartient pas au musée, mais au monde quotidien. Elle n'est pas l'apanage d'une élite, mais le bien de tous. Il a réalisé son programme avec ses luminaires. Créer plus d'acari, de lumière et de légèreté pour les hommes. Au Vitra Design Museum, près de Bâle, jusqu'au 21 avril. La semaine prochaine, Métropolis viendra de Paris, avec entre autres L'imposture des mots, le nouveau livre de Yasmina Kadra, les photographies de Germaine Tillon et un voyage autour du monde en 21 livres. Dans un instant. Freddy est parti et ses copains se sentent seuls sur la scène médiocre de leur vie. Reviendront-ils avec leur guitare après ce passage en coulisses? Bienvenue dans les coulisses d'Arte. Vous arrivez pile pour notre réunion mensuelle des programmes. Avez-vous vos écouteurs? Parce qu'ici, à moins d'être parfaitement bilingue, les interprètes sont indispensables. La langue de Molière et celle de Goethe se croisent à bâton rompu autour de la table. Rien n'est préparé. Autant dire que nos interprètes doivent avoir un sens bilingue de la répartie. Un peu plus moderne, pas simplement franco-allemande, etc. Il me semble que ça mérite d'être discuté. Bis dann. À bientôt.
Demain. Regarde, comme c'est beau. Tout ce luxe. Ah oui, c'est sûr, à 45 à l'heure, on a le temps d'apprécier les finitions. Bah, toi, tu voudrais toujours être arrivé avant d'être parti. Non, mais Paris-Istanbul en 68 heures, dans le genre express, j'ai vu mieux. Eh bien, regarde donc tes mains. Demain, à 20h40. Et tu verras, mieux que l'Orient Express, il n'y a pas. Jeudi. Nomini Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Hérétique, infidèle, sorcière. Un conseil, restez chez vous. L'Inquisition et ses hommes de main sont dans Théma, en partenariat avec les Échos Weekend, jeudi à 22h35. Il jouait du rock, mais le requiem l'a rattrapé. Pourquoi Freddy s'est-il suicidé? Téléfilm. Arte.